La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième webinaire consacré au logiciel robot Structure Analysis. Je suis Guillaume Chazal et je serai aidé aujourd'hui par mon collègue François Augier qui répondra à vos questions tout du long de la présentation. Donc le sujet d'aujourd'hui sera le dimensionnement acier, création du modèle de calcul et attribution des paramètres réglementaires. Donc dans cette diapositive, nous avons rappelé les liens vers notre chaîne YouTube qui s'appelle Renforcer vos compétences sur robot, dans laquelle nous avons une playlist qui vous permettra de revoir les précédentes sessions. Et nous avons également rappelé les liens permettant aux endroits dans lesquels nous annonçons les prochaines sessions. Donc notre site autodesk.com, les forums, les réseaux sociaux, etc. Donc un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe des webinaires, nous allons traiter un sujet technique dont le thème a été choisi sur la base des questions qui nous sont le plus souvent posées au support. Et nous allons présenter le sujet durant une présentation de 20 à 40 minutes, au bout de laquelle on répondra à vos questions directement en live, on va dire. Tout du long de la présentation, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'application de chat de GoToMeeting. On y répondra en même temps que la présentation et après la présentation. Dans cette diapositive, nous avons également rappelé les liens utiles en termes de ressources que nous disposons sur Robot, donc les liens vers les articles techniques publiés sur notre forum français, et également un lien permettant d'accéder à la page de Robot Structural Analysis Webinar Feedback, qui vous permet d'avoir la liste de toutes les réponses que nous avons apportées aux différentes questions posées sur les précédentes sessions. Donc le sujet de ce webinaire sera donc le dimensionnement acier, création du modèle de calcul et attribution des paramètres réglementaires. Dans cette session, nous avons souhaité rappeler quelques principes de base par rapport à la création du modèle de calcul et vous fournir des conseils au niveau de la création des cas de charge, des combinaisons et l'attribution des paramètres réglementaires pour l'exploitation des résultats. Nous avons également recensé les erreurs les plus courantes afin de partager avec vous les solutions. Alors on peut d'ores et déjà vous annoncer le sujet du prochain webinaire qui sera consacré au dimensionnement béton armé des éléments poteaux, poutres et semelles. Donc la première chose que nous avons souhaité rappeler est qu'il est important de créer le modèle de calcul de façon à faciliter l'application des paramètres réglementaires ELS. Ainsi, il est recommandé de créer les éléments de type poutre par des éléments séparés entre appuis, ici les poteaux, et de créer les éléments de type console en une barre séparée. Par exemple, sur le modèle que je vais vous présenter ici et qui va nous servir de support tout du long de la présentation, nous avons par exemple créé donc les pièces 14 et 17 en des éléments séparés, de façon à faciliter l'attribution des paramètres ELS sur ces pièces. Donc ici, on a la pièce 14 qui est appuyée sur les monorails 85 et 36. On l'a créée en une seule pièce de façon à pouvoir facilement attribuer le paramètre ELS limitant la flèche. La pièce 17 a été, elle, créée en une barre à part entière de façon à pouvoir facilement limiter le déplacement d'extrémité de console. Alors, de la même manière, il est recommandé de créer les poteaux entre étages plutôt qu'en un seul élément défini du niveau fondation au niveau le plus haut, de façon à rendre l'affectation des limites de déplacement de tête de poteau facile à appliquer. Donc de la même manière, si je reviens sur mon modèle, on peut par exemple s'intéresser aux poteaux 647 et 656, qui sont ces deux poteaux-là, qui ont été définis et arrêtés volontairement au niveau du premier plancher, de façon à pouvoir facilement limiter le déplacement de la tête de poteau à cet endroit-là. Si j'avais défini mes poteaux du niveau fondation jusqu'à l'extrémité du support du silo, eh bien j'aurais pas pu limiter le déplacement de cette tête de poteau. Nous avons également souhaité rappeler l'intérêt des super barres ou super pièces. Des chaînes de barres doivent être regroupées dans une super pièce lorsque, par exemple, vous avez des changements de section qui apparaissent le long d'un élément de type poutre-poteau composé d'une chaîne de barres. De la même façon, lorsqu'il est nécessaire de scinder un élément en plusieurs barres afin de faciliter, par exemple, l'étude des assemblages, il faut alors les regrouper dans une super pièce afin de pouvoir dimensionner correctement l'élément. Encore une fois, si je reviens sur mon modèle,
Ici, ce poteau-là qui a été recomposé dans la superpièce 1370, que je peux sélectionner via le champ de sélection, a été scindé en deux barres distinctes, la 47 et la 46, de façon à pouvoir faciliter la création de l'assemblage au niveau de ces éléments-là. Si je n'avais pas réalisé cette intersection, il m'aurait été impossible de créer l'assemblage à cet endroit-là. Il nous est souvent réclamé au support un moyen permettant de considérer les moments de flexion additionnels générés lors de l'assemblage des poutres et des poteaux au niveau des semelles des poteaux. En effet, ce type d'assemblage induit un excentrement entre l'axe du poteau et l'axe de la poutre, ce qui génère un moment additionnel au niveau de la tête et du pied de poteau. Si vous souhaitez considérer ces effets, il vous faudra créer et appliquer un excentrement relatif de type raccourcissement sur la poutre, ce qui permet d'adapter automatiquement la longueur de la poutre à la hauteur du poteau. Par exemple, si je reviens dans mon modèle, si on s'intéresse par exemple aux portiques formés par ces pièces-là, je vais les isoler dans une nouvelle fenêtre afin de voir ce qui se passe. Voilà, on voit que les poutres ont été la poutre a été rattachée à l'axe du poteau. Si je souhaite générer ce moment additionnel, je peux créer directement un excentrement qui va être adaptatif en allant dans le menu déroulant structure, caractéristiques additionnelles et excentrement. À cette étape, je vais créer un nouvel excentrement qui portera le nom que je souhaite et j'irai à l'onglet relatif et définir un excentrement de type raccourcissement à la fois en origine et en extrémité. Après avoir ajouté cet assemblage, il me suffit de l'appliquer ici sur la poutre et on constate que la poutre s'est bien automatiquement adaptée à la hauteur du poteau. L'avantage de ce type d'attribut, c'est que c'est adaptatif et donc si j'applique maintenant une section bien plus importante, comme par exemple l'HEB 700, on constate que le robot adapte automatiquement la longueur de la poutre à la nouvelle hauteur du poteau. Alors, il est de plus en plus souvent nécessaire de considérer la raideur réelle des assemblages acier dans le modèle de calcul, notamment pour l'analyse globale selon l'Eurocode 3. Ces raideurs d'assemblage peuvent être exportées depuis le module assemblage acier après leur vérification. Si vous souhaitez les intégrer directement dans votre modèle de calcul initial, c'est-à-dire avant même d'avoir vérifié les assemblages, il vous faudra alors créer ces relâchements sous la forme de relâchements élastiques. Donc il existe pour cela deux manières de le faire. La première est illustrée sur la capture d'écran de gauche et qui consiste à renseigner directement la valeur de raideur en rotation, ici en kilonewton-mètre par radian. Et la seconde, est donc illustrée sur la capture d'écran de droite, consiste à renseigner un coefficient partiel de rigidité qui correspond à un pourcentage de la raideur de l'élément relâché, ici 10%. En ce qui concerne le chargement, il nous a semblé important de rappeler l'utilité de générer des nœuds de calcul au droit des forces sur les barres lors de l'utilisation du type de charge force et ou moment sur barre. Pour illustrer l'importance de ce point, je vais vous montrer cela sur un fichier tout simple, donc qui est une poutre sur deux appuis. Sur cette poutre, on peut voir dans le tableau de chargement qu'une force sur barre a été appliquée donc à l'abscisse relative de 0,78 L et que le nœud de calcul a été volontairement non généré, donc nœud absent dans le tableau de chargement. Donc, suite au calcul RDM, on constate au droit de la force un moment de 17,16. Et si je calcule cette pièce d'un point de vue réglementaire, et que je lance le calcul donc, sur cette pièce, il va me falloir recalculer. Voilà. Et après calcul, donc on constate que la pièce n'est pas vérifiée à 0,78 L, mais à 0,67 L, pour un moment qui n'est pas le max, qui est de 14,67. Si maintenant je reviens dans le tableau de chargement et que je force la génération de ce nœud, après calcul, on constate l'apparition d'un nœud de calcul, le nœud 3, et si je vérifie à nouveau cette pièce, la pièce est bien vérifiée à 0,78 L pour un moment max de 17,16. Donc la raison de cette différence, c'est que le module de dimensionnement vérifie un nombre fixe de sections par élément de calcul, en positionnant systématiquement la première et la dernière section vérifiée au nœud d'extrémité de l'élément de calcul. Donc un élément de calcul est défini entre nœuds. Dans notre exemple, lorsque le nœud de calcul est présent au droit de la force, une section est donc vérifiée à cette position, ce qui n'est pas le cas si le nœud est absent. Il est donc recommandé de générer ce nœud lorsque vous utilisez ce type de charge.
Alors, petit rappel, Robot ne permet pas de générer automatiquement l'effet travé chargé déchargé sur des travées différentes. Si vous souhaitez considérer cela, il faudra créer vos cas d'exploitation dans des cas de charge séparés qui seront alors appliqués individuellement sur des travées définies. Et il faudra ensuite utiliser le module de génération des combinaisons automatiques en utilisant l'opérateur logique OU entre les cas d'exploitation de façon à faire générer par robot l'ensemble des possibilités. Donc on aura dans ce contexte la travée 1 chargée toute seule avec par exemple, la travée 1 avec la travée 3, ensuite la travée 1 avec la travée 2 et ainsi de suite. Pensez au fait que le module de dimensionnement acier ne réalise que les vérifications spécifiques à chaque type de combinaison. Ainsi, les vérifications de section ou de stabilité ne sont réalisées que pour les combinaisons ELU accidentelles ou les cas simples. Les vérifications de flèche ou de déplacement ne sont faites que pour les combinaisons ELS ou les cas simples. Et enfin, les conditions de stabilité au feu ne sont réalisées que pour les combinaisons de type feu. Alors pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiarisés avec l'utilisation de ce générateur de combinaisons automatiques, donc je vais recharger mon fichier qui me sert de support aujourd'hui pour vous montrer rapidement de quelle manière on peut utiliser ce module pour générer rapidement des combinaisons. Donc pour générer vos combinaisons, il suffit d'aller dans Chargement, Combinaison automatique. On sélectionne le règlement de pondération que l'on souhaite utiliser, on sélectionne Combinaison automatique complète, on clique sur Avancer. Dans le premier onglet, on sélectionne tous les cas que l'on veut combiner entre eux. Combinaison, on retrouve les types de combinaisons dont je parlais dans la présentation, qu'il est possible d'activer ou de désactiver en fonction de ce que vous souhaitez réaliser. Et on va vérifier à l'onglet Relations que pour toutes les natures sélectionnables dans la liste déroulante nature, que les groupes soient bien passés de la zone de gauche, ici, à droite dans la zone Relations. Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton Générer. Alors je ne vais pas le faire ici parce que le fichier étant un peu gros, ça prend un certain temps. Et il faudra, pour terminer la génération des combinaisons, lancer le calcul de la structure. Suite au calcul, vous trouverez l'ensemble de vos combinaisons dans le tableau des combinaisons, donc Chargement, Tableau des combinaisons. Dans le cas où, comme ici, vous avez des combinaisons manuelles qui sont mélangées à des combinaisons automatiques que j'ai générées déjà sur ce fichier, là on voit que le logiciel présente dans le tableau les combinaisons manuelles. Si je veux afficher les combinaisons automatiques, il me faut faire un clic droit, colonne, et sélectionner composant des pondérations. Donc là, je peux voir toutes mes combinaisons et je peux utiliser les préfiltres qui existent déjà dans ces listes déroulantes de façon à n'afficher par exemple que les combinaisons ELS. Voilà. Donc il nous est souvent aussi demandé de quelle manière il est possible de conserver les types de barres fréquemment utilisés lors du dimensionnement acier. Pour cela, nous recommandons d'utiliser le gestionnaire de labels accessible depuis la boîte de dialogue type de barre après un clic sur l'icône encadrée ici en rouge. Donc après un clic sur cette icône, le gestionnaire de labels s'ouvre et il vous suffira alors de faire passer les types de barres que vous utilisez régulièrement qui sont définis dans votre affaire courante, de les faire passer de cette zone de droite vers la zone de gauche, qui seront ainsi imbriqués dans un groupe qui s'appelle par défaut base. Et pour vos affaires suivantes, vous les retrouverez en fait dans toutes vos affaires suivantes. Donc dans Robot, il existe des types de barres par défaut, comme le type de barre par exemple, et qui ont été définis avec un jeu de paramètres probablement peu adapté à vos projets. Il est donc important de créer vos propres types de barres. Sur la capture d'écran présente sur la diapositive, nous avons voulu proposer un paramétrage type pour les traverses. Alors ce paramétrage peut bien entendu varier en fonction des cas que vous avez à traiter, et nous avons simplement voulu mettre en évidence ici qu'il était possible de paramétrer par exemple le flambement d'une traverse en utilisant des raidisseurs intermédiaires qui permettent de positionner par exemple des pannes afin de limiter les longueurs de flambement. Pensez également au niveau de chargement qui influe notamment sur le calcul du moment critique de déversement à l'eurocode. De même, utilisez les raidisseurs intermédiaires que l'on peut définir en cliquant sur les boutons L supérieur et L inférieur qui correspondent également au clic sur ce bouton-là et qui permettent de positionner les maintiens latéraux pour venir réduire les longueurs de déversement. Dernier point, pensez à venir paramétrer vos limites de flèche et de déplacement en cochant cette case à coche et en cliquant sur le bouton service afin de pouvoir définir vos limites. Alors, par rapport au positionnement des raidisseurs intermédiaires, il existe deux manières de définir les maintiens latéraux pour le déversement. Une première façon qui est la façon automatique, comme illustré sur la capture d'écran de gauche, ou manuellement, comme sur la capture d'écran de droite. En automatique, il est possible de demander à Robot de détecter les barres aboutissantes et de les considérer automatiquement comme des maintiens latéraux en cochant la case à coche, donc la première case à coche ici, dans les endroits où les éléments aboutissants sont présents. Il est également possible de considérer tous les nœuds présents le long
de la poutre que l'on considère ici comme des points de maintien latéraux. Donc ça correspond pratiquement à la même chose que celle du dessus, simplement la différence c'est que si vous avez des nœuds de calcul à l'intérieur de cette poutre, ils seront également considérés comme des maintiens latéraux. La dernière possibilité, et donc la dernière case à coche, dans les endroits où les moments fléchissants sont égaux et 0, permet de positionner des maintiens latéraux aux endroits où les moments deviennent égaux à 0 le long de la pièce. Alors, attention, potentiellement, en utilisant cette fonctionnalité, il est possible que la position de votre raidisseur intermédiaire varie en fonction de la combinaison étudiée. Alors, il existe une possibilité dans Robot qui permet de détecter automatiquement pour une pièce donnée toutes les barres aboutissantes dans le but de considérer leur raideur afin de calculer le coefficient d'amplification de flanquement de la pièce. Donc dans l'exemple de la capture d'écran qui est présente à l'écran, ce paramétrage est appliqué au poteau, donc celui-ci, qui est encadré par toutes les pièces aboutissantes. Utiliser ce paramétrage revient en fait au même que de définir manuellement les pièces aboutissantes à l'aide de ce type de flanquement que l'on voit ici sur la gauche, où vous iriez désigner manuellement l'attribution de la pièce de l'élément 1 qui serait ici cette pièce-là, l'élément 2 qui serait ici cette pièce-ci, et ainsi de suite. Attention, cet automatisme ne peut pas être utilisé, ne peut être utilisé que pour des modèles réguliers tels que celui présenté dans une diapositive. En effet, l'automatisme ne permet pas de détecter correctement des barres qui seraient pas orientées suivant les axes locaux du poteau. Pour un poteau vertical, par exemple, les barres inclinées, quel que soit le plan dans lequel elles sont inclinées, ne seront pas correctement détectées. Et dans ce cas-là, il faudra alors manuellement désigner les barres aboutissantes avec des options équivalentes à celles-ci, pour lesquelles vous aurez accès en cliquant sur l'icône grise. Alors ici, il est rappelé à quoi correspondent les flèches repérées dans l'encadré rouge pour les flèches, les déplacements de tête de poteau pour l'encadré bleu et les déplacements d'extrémité de console représentés ici en vert. Alors pour les consoles, il est extrêmement important de venir cocher la case à coche console qui se trouve dans le paramétrage donc de service. Pour illustrer cela, on va retourner sur notre fichier qui sert donc de support. Je vais le recharger. Voilà. Donc dans ce fichier-là, j'ai isolé des éléments appuyés sur des poteaux et qui sont définis en console. Donc ce sont ces éléments-là, voilà, que j'ai isolés dans cette sous-fenêtre. Donc c'est les éléments 860 et 521. Si donc dans le paramétrage réglementaire de ces pièces-là, j'ai volontairement fait une erreur dans la définition de la pièce 521 et je n'ai pas coché dans le bouton service la case à coche console, chose que j'ai fait dans la pièce 860. Donc, si je reviens sur les 860, paramètres et services, la case à coche console est cochée. Suite à cela, donc je vais lancer la vérification des pièces uniquement sur cette combinaison ELS qui est la combinaison donc 676 prise au hasard dans la liste des combinaisons ELS. Et suite au calcul, on va constater des écarts relativement très importants entre la pièce incorrectement définie, la pièce 521, et la pièce 860. Donc pour la pièce 521, on constate une flèche de 0,1 mm. Alors qu'ici, Robot nous a bien considéré un déplacement d'extrémité de console de 12,6 mm. Alors pour contrôler les résultats, il me suffit d'aller dans Résultats, Déplacement, qui me permettra de vérifier le déplacement des nœuds, et je vais filtrer mon tableau sur les nœuds d'origine et d'extrémité de ces consoles, et sur le cas 676, pour lequel je regarde les résultats. Et donc là, on constate que pour le nœud d'extrémité de la pièce 860, qui est le 829, ici, on a bien un déplacement vertical de 13,6, auquel il faut soustraire le déplacement du nœud d'origine qui est le 828 ici, et on retrouve bien nos 12,6. Tandis que pour la pièce 521, Robot a simplement récupéré la valeur de la flèche située au milieu de la pièce. Donc il est très important de venir cocher cette case à coche dans le cas de l'étude d'une console. Donc par rapport aux options disponibles après un clic sur le bouton paramétrage de la boîte de calcul réglementaire, vous aurez accès dans cette boîte de dialogue au nombre de points de calcul que le logiciel va vérifier pour chaque élément de calcul. Donc si on se souvient de l'exemple que j'ai montré tout à l'heure par rapport à la vérification avec une force sur barre, Robot a calculé un nombre fixe de sections entre éléments de calcul et ce nombre fixe est défini ici. Ici par défaut, à l'Eurocode 3, Robot vérifie 7 points de calcul.
Donc il est possible, en cochant les points caractéristiques et en cliquant sur Options, de demander au logiciel de vérifier en plus des points de calcul définis dans le champ de points, les sections pour lesquelles certaines grandeurs deviennent maximales. Donc ici, en cochant la case à coche point caractéristique et en cliquant sur Options, je vais pouvoir demander à Robot, en cochant cette case à coche, de venir vérifier en plus des 7 points qui sont définis par défaut, de vérifier les points dans lesquels ces grandeurs deviennent max. Il est également possible de demander à Robot de vérifier uniquement une coordonnée, ici une section située à 0,57L le long de la pièce, une coordonnée relative. Et si je veux demander à Robot de vérifier cette coordonnée en plus de ces points de calcul, il me faudra en plus cocher cette case à coche. Donc il est possible de négliger des efforts lors de la vérification des pièces. Cela peut être intéressant si vous souhaitez vérifier une pièce en flexion simple et que celle-ci est sollicitée par des efforts très faibles de compression, par exemple, qui forceraient le logiciel alors à adapter la vérification en conséquence. Ici, tous les efforts axiaux de traction et de compression étant inclus dans un écart compris entre moins 2% et 2% de la valeur admissible en termes d'effort normal sur la pièce, seront négligés. Donc il est recommandé de renseigner ces limites-là, cet écart-là, en pourcentage de la valeur admissible pour éviter de devoir renseigner la valeur réelle et d'adapter cette valeur réelle à chacune des pièces calculées. Donc pour dimensionner une structure, il est nécessaire de créer donc des familles. Donc ces familles doivent contenir des pièces de même nature pour lesquelles vous souhaitez que les sections soient identiques à l'issue du dimensionnement. Par exemple, on peut regrouper tous les poteaux d'un même modèle dans une seule famille afin que le module applique la même section à tous les poteaux du fichier. Attention, le matériau attribué à la famille est prioritaire par rapport à celui réellement appliqué à la barre. On l'applique ici, dans cette liste déroulante. Si, par exemple, une pièce inclue dans une famille est faite d'un matériau différent de celui appliqué à la famille, le dimensionnement sera alors réalisé avec le matériau appliqué à la famille que vous avez donc sélectionné dans cette liste déroulante. Petite astuce méconnue, si vous souhaitez, pour une raison ou pour une autre, créer autant de familles qu'il existe de pièces dans votre modèle, il suffit d'en rentrer dans le champ liste de pièces la commande T/-1 et de cliquer sur enregistrer. Et le logiciel va alors créer automatiquement autant de pièces qu'il existe de familles. Donc pour un fichier simple, par exemple, si j'ai 10 pièces, il va créer une famille 1 qui va contenir que la pièce 1, une famille 2 avec la pièce 2, et ainsi de suite. Si je souhaite réaliser cette même manipulation, mais pas sur l'ensemble du modèle, mais sur une sélection, il me suffit de remplacer la lettre T par ma sélection. Dans l'exemple de la diapositive, 10 à 27 par exemple, c'est ma sélection, et le logiciel va créer une famille 10 en y attribuant la pièce 10, la 11 pour la 11, et ainsi de suite. Alors par défaut, le dimensionnement des familles, lors du dimensionnement des familles, le logiciel cherche à obtenir un ratio inférieur à 1 en utilisant les familles de sections correspondant utilisées pour les pièces contenues dans la famille. Par exemple, si un poteau est en HEB 500, par défaut, le logiciel cherchera la section optimale à ce poteau dans la famille des HEB. Il est possible d'élargir ce spectre de recherche en cliquant sur le bouton Section à l'onglet Famille, et vous pourrez alors sélectionner le ou les catalogues dans lesquels le logiciel est autorisé à chercher et restreindre éventuellement ces catalogues à une sélection de familles ou de profilés. Plutôt que de rechercher simplement à obtenir un ratio inférieur à 1, pour le dimensionnement, il est aussi possible d'utiliser d'autres critères d'optimisation. Donc en cochant la case à coche optimisation et en cliquant sur Options, vous avez alors possible de spécifier d'autres critères d'optimisation comme le critère de poids ou d'autres critères géométriques. Alors par rapport à l'exploitation des résultats, il est possible de rapidement et facilement obtenir la liste des éléments non vérifiés en triant les pièces par ratio décroissant. Je vais pouvoir vous montrer cela sur le fichier qui nous sert de support aujourd'hui. Je vais le recharger. Voilà. Et si je vérifie toutes mes pièces sur deux combinaisons OLU prises au hasard dans la liste, on ne l'a pas fait sur toutes les combinaisons, sinon ça prendrait trop de temps. Si je lance le calcul sur toutes ces pièces, donc Robot va vérifier l'ensemble des pièces et certaines, les résultats sont affichés en fait par ordre croissant des numéros de pièces. Et donc de cette façon-là, il n'est pas très pratique de pouvoir sélectionner facilement les pièces. Donc pour faire ça, il me suffit de cliquer 2 fois sur l'entête de la colonne ratio pour trier mes pièces par ratio décroissant. Je sélectionne mes pièces qui ne fonctionnent pas dans le tableau et je clique sur note de calcul. Et ici, il me suffit de copier la liste
Et je peux ensuite la coller ailleurs, par exemple dans un champ de sélection, ce qui me permet par exemple d'isoler rapidement et facilement les pièces qui ne fonctionnent pas. Alors l'autre possibilité également qui nous est offerte par Robot pour identifier par exemple les pièces qui ne fonctionneraient pas, c'est l'utilisation de la fonction analyse. Cela ne sera pas réalisé sur ce fichier car l'analyse nécessite un peu de temps dans ce cas, mais la capture d'écran que vous pouvez avoir devant vous présente les résultats obtenus. Suite à l'analyse, il m'est alors possible de fixer des critères de limite inférieure et supérieure en termes de ratio, ici dans l'encadré rouge, et une fois cet intervalle défini, je peux facilement connaître les pièces contenues dans l'intervalle ou celles qui sont hors domaine. Ici, en définissant une limite inférieure et une limite supérieure respectivement égale à 0 et à 1, il me suffit alors de copier la liste des pièces qui sont hors domaine pour trouver les pièces qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas vérifiées. On pourrait imaginer utiliser cette fonctionnalité pour aussi déterminer quelles sont les pièces qui seraient très largement surdimensionnées. Par exemple, en mettant une limite inférieure à 0 et une limite supérieure à 0,05, donc 5% de ratio, toutes les pièces qui seraient contenues dans le domaine sont des pièces pour lesquelles j'estime que les pièces sont surdimensionnées. Alors, sur ce même fichier, je vais maintenant vous présenter de quelle manière il est possible de réaliser un dimensionnement dit itératif de façon à optimiser la structure. Donc, dans cette présentation, je vais simplement itérer sur la fonction de dimensionnement et remplacer les sections qui me sont proposées. Alors, bien entendu, dans le cadre d'un vrai projet, il serait peut-être plus approprié de revoir la conception même du modèle dans le cas où on a des pièces qui ne sont pas vérifiées. Donc, dans ce fichier-là, les pièces ont déjà été paramétrées d'un point de vue réglementaire, à la fois en service et en termes de flambement, de déversement, etc. De même, les familles ont déjà été paramétrées correctement avec un catalogue de sections dans lequel le logiciel est autorisé à chercher. Par exemple, pour la famille 1 qui contient mes poteaux qui supportent les silos, nous avons autorisé le logiciel à rechercher dans la famille des HEB. Par exemple, pour une autre famille comme la 64, par exemple, qui contient tous les contreventements en tuberon, on a autorisé le logiciel à venir chercher dans le catalogue de tuberon. Donc là, on a constaté, suite à la vérification des pièces, que certaines pièces n'étaient pas vérifiées. Et donc, pour optimiser la structure, je vais réaliser un dimensionnement des familles, donc de toutes les familles, en entrant la lettre T, et je vais donner un critère d'optimisation de poids. Et je vais réaliser cette vérification, enfin cette dimensionnement suivant les états limites ultimes. Donc pendant le calcul, on va savoir que Robot nous propose pour chacune des familles 3 solutions. Une solution repérée par une icône bleue qui est repérée selon lui comme étant la solution optimale en termes par rapport aux critères d'optimisation que j'ai fixé, qui est ici le poids. Une icône repérant la section rouge qui est une section qui serait légèrement inférieure mais dont le ratio est déjà, on peut anticiper que le ratio va déjà être supérieur à 1. Et l'icône verte représente une section qui serait supérieure avec un ratio surdimensionnant probablement la pièce. Donc ici, ce que je vais faire pour mettre en évidence les changements dans la structure, je vais afficher un attribut d'affichage qui s'appelle profiler légende par couleur, ce qui permet à Robot d'afficher une couleur spécifique pour chaque profil. Après un clic sur le bouton changer tout, donc on peut voir à l'écran que Robot affecte modifie pour toutes les familles et affecte à ces sections-là les sections qu'il considère comme optimales. Alors bien sûr, les sections étant modifiées, le calcul passe en non actuel et je vais devoir relancer le calcul RDM. Donc le calcul RDM va bien sûr me permettre de reprendre en compte, de mettre à jour finalement le nouveau poids propre de cette structure puisque les sections ont été modifiées. Mais comme les sections ont été modifiées, potentiellement la répartition des inerties dans le modèle est aussi différente. Donc potentiellement le transfert d'effort peut se faire de manière différente par rapport au précédent calcul. Donc ici on constate des erreurs, des avertissements plutôt lors du calcul. Donc nœud séparé, c'est juste un nœud de construction qui nous a servi pour construire les silos. Et les instabilités sont des instabilités que nous avons détectées comme étant des instabilités de Rader et donc on néglige pour le reste de l'analyse. Donc suite à ce calcul RDM, je vais maintenant vérifier toutes mes familles de façon à identifier quelles sont les familles qui ne sont plus vérifiées, qui restent non vérifiées avec ce nouveau jeu d'efforts, on va dire. Donc de la même manière que tout à l'heure avec la vérification des pièces, je vais pouvoir identifier rapidement quelles sont les familles qui ne fonctionnent pas
en triant les ratios par ordre décroissant. Donc toujours en double-cliquant sur la colonne ratio. Et ici, j'identifie que les familles donc 12, 1, 69 et 56 ne sont pas vérifiées. Et donc là, je vais pouvoir, dans le contexte d'un dimensionnement itératif, retourner dans le dimensionnement des familles et demander au logiciel de me dimensionner uniquement les familles 12, 1, 69 et 56. Et je relance un calcul. Et donc là, de la même manière, on va réaffecter à toutes les sections, on va réaffecter au modèle l'ensemble des sections que le logiciel nous propose et relancer un calcul RDM de façon à recalculer les nouveaux efforts internes. Et donc l'idée va être de, suite à ce calcul RDM, l'idée va être de soit continuer sur le principe de dimensionnement, on va dire itératif, et c'est-à-dire de continuer à vérifier les familles et continuer à dimensionner les familles qui ne seraient toujours pas vérifiées, ou alors on peut faire choisir la solution de vérifier l'ensemble des pièces et d'adapter soit les sections, de modifier les sections localement aux pièces qui ne seraient pas vérifiées, ou alors de revoir complètement la conception. Ici, suite au dimensionnement et après avoir passé, optimisé la structure de façon à ce qu'elle soit vérifiée en termes pour les états limites ultimes, on devrait bien sûr vérifier les pièces pour les états limites de service. Ici, je vais le faire que pour les pièces 676. Là encore, je ne vais pas aller jusqu'au bout du dimensionnement puisque c'est assez répétitif, mais l'idée pourrait être d'identifier encore une fois en triant les barres ne fonctionnant pas, en triant donc les ratios, d'isoler ces pièces-là en cliquant, en copiant cette liste par exemple. Et une fois que je les ai repérées, de venir contrôler localement dans le fichier et voir ce qui se passe. Est-ce que je peux adapter simplement mes sections? Peut-être que là, je ne vais pas pouvoir augmenter mes sections du fait de la hauteur de cette poutre principale. Peut-être que je ne vais pas pouvoir augmenter cette section-là. Et à ce moment-là, peut-être qu'il va me falloir adapter ma conception de façon à limiter la flèche de cette poutre. Après ça, c'est un sujet plus relatif à la conception qu'on n'abordera pas ici. Donc avant de terminer, nous allons rapidement passer en revue les erreurs les plus courantes que vous pouvez être amené à rencontrer lors de l'utilisation du module. Donc ici, le problème rencontré est que la liste des pièces est vide, donc à l'onglet pièces. Cela se produit lorsqu'aucun type de barre n'est appliqué dans votre modèle. Donc pour corriger, il suffit donc d'appliquer un type de barre à l'ensemble des pièces du modèle de façon à ce qu'elles soient listées dans cette liste déroulante. Alors, ce message d'avertissement qui est donc les barres X et Y n'ont pas été vérifiées en flèche ou en déplacement car aucune limite de flèche ou de déplacement n'a été spécifiée, signifie simplement que les pièces listées n'ont pas été vérifiées en flèche ou en déplacement parce que vous n'avez pas spécifié de critères de vérification par rapport aux états limites de service. Donc si c'est normal et que c'est souhaité, eh bien dans ce cas il suffit d'ignorer le message. Sinon, il faudra éditer le paramètre correspondant aux pièces qui sont indiquées par ce message, cliquer sur le bouton service et renseigner donc les critères de limite de flèche ou de déplacement de tête de poteau, et éventuellement de limite de déplacement de console en fonction de la pièce considérée. Donc ce message d'avertissement peut se venir lors de la vérification des super pièces. Donc le message, les barres composées ici 3 comprennent des éléments dont le système de coordonnées locales sont incompatibles. Donc ça peut arriver sur des super pièces dont un ou plusieurs de ces composants n'est pas orienté de la même manière que les autres. Comme on peut le constater donc sur la capture d'écran en bas à droite, les deux éléments ont des repères locaux qui ne sont pas orientés de la même façon. Donc pour corriger, il suffira d'aller sélectionner une des deux pièces, dans ce cas-là, d'aller dans le menu déroulant structure, caractéristiques, orientation du repère local, et de laisser le radio-bouton sélectionné sur toutes les barres sélectionnées, et de cliquer sur appliquer de façon à ce que le robot réoriente le repère local de cette barre sélectionnée, et vous n'aurez plus l'erreur lors de la vérification. Alors, comme on l'a vu un peu plus tôt dans la présentation, il est possible de forcer le robot à ne vérifier qu'un seul point, qu'une seule section située en un point particulier pour contrôler les résultats qui vous sont fournis.
Donc pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton paramétrage, de cocher point caractéristique, on clique sur option. On ne coche pas calcul simultané dans les points caractéristiques et dans les points de division, sinon le calcul ne sera pas forcé à ce point-là et il continuera à vous donner le ratio, le résultat sur la section la plus défavorable. Ici, donc, on ne coche que coordonnées des points secondaires et on indique notre coordonnée relative ou absolue. Alors, il est vivement recommandé de ne pas modifier virtuellement les longueurs de barre afin de modifier la longueur de flambement en modifiant les données situées dans la zone encadrée en rouge ici. Cela doit être fait en introduisant des coefficients de réduction et d'amplification soit manuellement dans la zone verte ou en utilisant les types prédéfinis en cliquant sur le bouton gris, ici et ici, afin d'affecter un modèle de flambement qui correspond à ce que vous souhaitez calculer. En fait, la zone encadrée en rouge est laissée dans Robot afin de garantir la compatibilité avec des fichiers qui ont été créés dans des très vieilles versions de Robot dans lesquelles il n'était pas possible de faire autrement, en fait, c'est-à-dire que les types de flambement disponibles aujourd'hui n'existaient pas. Donc si vous devez modifier, amplifier ou réduire vos longueurs de flambement, il faut le faire en passant uniquement par les options disponibles dans l'encadré vert. Alors dans Robot, il existe deux familles de cornières, la CAE et la CAEP. Alors pour la CAE, on voit que le repère principal est orienté parallèlement aux semelles de la section, tandis que pour la CAEP, les axes sont orientés par rapport à l'axe de plus faible inertie. Donc il est recommandé de n'utiliser les CAE que si vous êtes certain que la barre à laquelle cette section est affectée ne pourra flamber que autour des axes représentés en rouge sur cette capture d'écran, du fait de son assemblage avec d'autres éléments, etc. La plupart du temps, ce n'est pas le cas, et dans le cas contraire, on privilégiera la CAEP plutôt que la CAE. Point important par rapport à la vérification des tubes ronds en flexion, pensez à venir cocher la case à coche flexion simple des tubes qui se trouve dans le paramétrage des pièces après un clic sur le bouton plus. Donc on coche cette case à coche. Dans le cas contraire, donc si vous ne le faites pas, et si le tube est soumis à deux moments de flexion, le logiciel vérifiera la section probablement en dehors des limites de la section. Donc probablement dans un de ces points encadrés en rouge ici. En cochant la case à coche, le logiciel recompose les deux moments, donc MY et MZ, de façon à n'avoir plus qu'un seul moment de flexion et qui va lui permettre de vérifier, donc il va vérifier la section quelque part le long autour de cette section-là, donc probablement dans ces points, dans les points entourés en vert ici. Donc, par rapport au message pièce instable, ce message-là est lié au dépassement de la limite des lancements qui est fixée par défaut à 210. Alors cette limite n'est souvent pas une limite réglementaire dans la plupart des règlements, et l'utilisateur est libre de la considérer, de la modifier ou de l'ignorer. Si vous souhaitez la modifier ou l'ignorer, il vous suffit de cliquer sur le bouton paramétrage et de venir, alors si vous voulez l'ignorer, décocher lancement maximal, ou vous laissez cocher lancement maximal et vous modifiez la valeur si vous souhaitez modifier cette valeur limite. Alors dernier point que nous souhaitions aborder durant cette présentation, c'est la création, c'est un point par rapport à la création de sections utilisateurs. Donc lorsque vous créez une section utilisateur via par exemple le module de section de Robot, il est important si possible de lui attribuer un type de section et de renseigner les critères géométriques qui y correspondent, donc ici. Sur la capture d'écran, donc on peut voir une section qui est composée de deux i assemblés en croix. Si vous ne spécifiez aucun type de section au moment de l'enregistrement de cette section dans la base de données, le logiciel va vérifier cette section comme une section rectangulaire, c'est-à-dire avec des contraintes prises aux positions extrêmes de ce rectangle, et donc c'est-à-dire dans les angles ici repérés en bleu. Donc les contraintes qui vont être prises en compte pour calculer cette section risquent d'être surestimées. Si vous souhaitez, si vous sélectionnez le type approprié disponible dans le logiciel, alors le logiciel connaît les positions de l'ensemble des points extrêmes de la section, qui seront repérés ici en bleu sur cette section, et vérifiera la section avec les valeurs de contraintes qui correspondent à la position de ces points extrêmes. L'attribution de ce type de section permet également au logiciel de connaître le comportement de la section vis-à-vis des instabilités, comme le déversement ou le flambement. Alors avant de passer aux questions, donc nous avons mis des liens vers des articles techniques qui sont disponibles sur notre forum français, donc deux liens vers un article qui parle de la création et la vérification de sections à parois minces selon l'Europe Code 3. Donc on a mis entre parenthèses voir également ce post qui est une discussion avec un utilisateur
où on avait réalisé une vidéo pour aider à la compréhension de cet article, et un lien vers un article qui permet d'ajouter des diamètres d'ancrage pour la vérification des quais de poteaux en acier. Donc à partir de maintenant, nous vous invitons à poser vos questions sur l'application GoToWebinar et nous nous efforcerons d'y répondre. Alors, il y a déjà eu un certain nombre de questions qui ont été posées pendant la présentation. Donc, il y avait une question par rapport au fait de mettre un excentrement sur une barre, comme tu as montré, par rapport au poteau. Et la question demandait si c'était équivalent à des liaisons rigides. Donc, en fait, pas exactement tout à fait. C'est-à-dire que la liaison rigide est une liaison comme son nom l'indique, rigide pure, alors que l'excentrement, quelque part, c'est l'équivalent, mais avec une raideur qui correspond à la section de la barre qu'on excentre. Donc voilà. Et l'avantage également d'utiliser l'excentrement relatif, et donc on a pu voir durant la présentation que c'est adaptatif aux éventuelles modifications que vous pourriez avoir si vous utilisez le principe de dimensionnement itératif comme on l'a vu dans la présentation. Alors que la liaison rigide, elle est définie voilà, par la distance entre les deux nœuds, et si vous voulez modifier ensuite cette distance, il faudra que les nœuds soient à des emplacements différents. Ensuite, quand tu as montré qu'on pouvait mettre une raideur sur les relâchements, donc il y avait une question qui concerner ces relâchements, ces raideurs de relâchement, et donc c'est simplement que en fait c'est la même chose que si vous avez une barre qui est parfaitement appuyée, et puis après vous rentrez une modification de cette raideur, et après la barre n'est plus ou parfaitement appuyée ou parfaitement rotulée, voilà. Ensuite, oui, deux questions qui concernent le gestionnaire de label, qui demandait comment est-ce qu'on pouvait, une fois qu'on avait créé des labels, donc les labels ça concerne déjà, là on l'a montré pour les types de barres, mais ça concerne tout ce qui dans robot peut être appliqué. Donc ça peut être des sections, ça peut être des appuis qu'on a créés, ça peut être des relâchements particuliers qu'on a créés, tout ce qui s'applique aux barres, aux nœuds. Donc c'est tout ça les labels qui peuvent être gardés donc de façon particulière par le gestionnaire de label, et tout ça peut être récupéré éventuellement d'un ordinateur à un autre en récupérant le répertoire de configuration utilisateur qui s'appelle CFG USR. Donc il y a un chemin spécifique dans le répertoire utilisateur de Windows. Mais donc ça peut se récupérer pour éventuellement retrouver tous les labels qu'on a créés sur un autre ordinateur. Il y avait une question qui concernait la différence donc entre les calculs de longueur de flambement avec ou sans translation. Oui. Et donc ça, en fait, c'est simplement avec le choix avec ou sans translation. C'est parce que les formules pour ramener la raideur des barres aboutissantes n'est pas la même lorsqu'on se trouve avec une possibilité de translation ou sans. Voilà, en fait, pour calculer les coefficients d'amplification de flambement, si vous utilisez ces modèles de flambement, par exemple, ici, quand vous choisissez avec ou sans translation, les formules permettant de calculer ce coefficient ne sont pas les mêmes. Donc on les retrouve, ça on peut le retrouver dans le CM66, mais on a également, par exemple, pour l'Eurocode, on retrouve également ce point-là dans les assemblages. Donc partie 8 de l'Eurocode 8, ça modifie entre autres un coefficient KB de mémoire. Ensuite, comme question, oui, il y avait une astuce. On a vu que tu pouvais créer des pièces à partir d'une liste de barres avec on va dire un opérateur, le /-1, pour faire de chaque pièce, de chaque barre une pièce. On peut faire aussi, la question concernait les familles. Et on peut faire, je pense, la même chose avec à l'onglet famille.
avec le champ pièces où on peut spécifier une liste de pièces et avec le /-1 pour que ça aille créer quelque part une famille correspondant à chaque pièce. Oui, voilà, si par exemple je prends au hasard cette sélection de barres, je vais supprimer cette liste de pièces là, j'enlève le nom, je définis ma liste de pièces, et donc là on peut voir que la liste se finit à 72. Maintenant je mets le /-1, et normalement, après un clic sur enregistrer, voilà. Donc dans ma famille 78, j'ai la 1377 toute seule, la 77, la 1367, et ainsi de suite. Ensuite, bien sûr, il n'y a pas de paramétrage affecté, donc il faut revenir paramétrer et attribuer les sélections de sections si nécessaire. Mais c'est un bon moyen pour créer rapidement autant de familles que de pièces. On peut aussi le faire manuellement, on va dire, à l'onglet pièces. Quand on clique, voilà, si tu peux, voilà, dans famille, si tu déplies la liste déroulante, donc il y a la liste de toutes les pièces existantes et il y a aussi nouveau. Si on choisit nouveau et que là on fait enregistrer, ça va créer une nouvelle famille pour la pièce qu'on avait sélectionnée. Donc là, effectivement, il faut le faire pièce à pièce, quoi. Une autre question qui concerne les ratios. Donc la question, ne pourrait-on pas afficher sur les barres graphiquement? Si avec les cartographies, en fait, j'imagine. Cartographie, ouais. Voilà, donc je vais le faire, je suis en train de recharger le modèle. Donc là on peut lancer la vérification de toutes les pièces. Et en fait l'idée c'est de cliquer sur ce bouton là, donc cartographie. Et l'avantage également de cette fonctionnalité qu'effectivement je n'ai pas montré, c'est qu'on va pouvoir par exemple sélectionner toutes les pièces qui sont contenues par exemple dans cet intervalle-là. Je vais pouvoir les sélectionner et les isoler. Voilà. Mais effectivement, c'est avec cette fonctionnalité cartographie qu'on va pouvoir afficher les ratios par couleur. Oui, tout à fait. Donc il y avait une question qui concernait, enfin qui était un petit peu hors sujet par rapport au sujet d'aujourd'hui qui est le dimensionnement acier, donc qui était par rapport aux divers messages d'erreur ou d'avertissement qui peuvent survenir sur un nœud lors de la génération du modèle, etc. Donc j'ai conseillé à l'utilisateur de poser la question sur le forum avec le message précis pour savoir, parce que là, énumérer tous les messages d'erreur d'avertissement serait peut-être un peu long. D'autres questions? Allez-y, posez vos questions si. Alors en attendant que d'autres questions, d'éventuelles d'autres questions reviennent, sachez donc pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'on répond donc aux questions des différentes sessions donc sur notre forum français. Et donc je vais vous faire voir exactement la page où en fait donc on va regrouper pour chacune des sessions. Donc c'est la page de robot structural analysis webinar feedback. Donc ici, qui est le troisième lien dans les sujets épinglés en haut. Et donc on retrouve ici les réponses à l'ensemble des questions posées, voilà, pour le premier webinaire par exemple. On a fait cela également pour le deuxième webinaire. Et donc on fera probablement la même chose pour celui-ci. Alors il y a une autre question qui concerne comment générer les différentes imperfections décrites dans l'Eurocode 3. Donc là c'est plus, par rapport au sujet du webinaire d'aujourd'hui, qui était plus un webinaire générique sur le dimensionnement acier, ce qu'il faut faire dans le modèle, etc., pour que ça se passe le mieux possible. Je pense qu'il y aura un webinaire plus spécifique consacré au règlement Eurocode 3. Voilà, on peut rentrer un petit peu plus dans le règlement. Là, on est resté juste dans les fonctionnalités du module de dimensionnement.
Donc il y a une question qui demande comment crée-t-on un super élément. Donc un super élément, ben, vas-y si tu peux. Ouais. Très simple. Donc si par exemple, alors je vais enlever. Voilà, si par exemple je crée une super pièce, bon elle est déjà créée, mais une super pièce avec cette barre 15 et cette barre 16, il me suffit de cliquer donc à l'onglet pièce ici, cliquer sur nouveau. Ça me crée une nouvelle super pièce qui s'appelle 1392 et je renseigne les numéros des pièces 15 et 16. Donc 15 et 16. Et quand j'enregistre, donc j'ai bien ma super pièce qui est créée. Maintenant si je sélectionne 1392, voilà, la super pièce est sélectionnée. Et donc sur cette super pièce, il faut également venir y attribuer des paramètres réglementaires. Donc soit en cliquant sur le bouton paramètres, vous modifiez les paramètres, vous enregistrez ça sous un nouveau type de barre, et ce paramètre-là sera affecté à cette pièce-là. Sinon, si c'est une pièce pour laquelle vous avez déjà attribué des paramètres, il suffit de le sélectionner dans la liste déroulante ici. Autre possibilité, c'est de l'affecter le type de pièce via le tableau des barres, donc affichage tableau et barres par exemple. Donc là, le tableau va s'ouvrir sur toutes les barres et j'ai la possibilité de venir affecter donc, mes types de barres directement dans la colonne type de barre. Je peux le faire barre par barre, mais je peux également le faire sur une sélection. Par exemple, si j'ai envie de le faire sur toute cette liste de barres, je fais une sélection, ce qu'on appelle une sélection croisée. Donc je sélectionne mes lignes et ma colonne, clic droit, collage spécial, et je peux affecter par exemple au hasard voilà, le pré 521 là, voilà. Et je l'ai fait pour une sélection. Alors il y a des questions qui, oui, je pense, sont un petit peu, un petit peu hors sujet. Il y a un utilisateur, sans doute québécois, qui demande si on abordera dans les prochains webinars des choses par rapport aux normes américaines ou nord-américaines et canadiennes. Alors je pense pas. Je pense que si on rentre un petit peu plus dans le code, en tout cas pour les webinars en français, ça concernera plutôt les codes qu'on utilise ici, en l'occurrence plutôt les eurocodes. Peut-être nos collègues qui font les webinaires en anglais enfin, aborderont ce point. Je ne sais pas encore. Un super élément. Oui, pareil pour les mises à jour des codes nord-américains pour les assemblages. Là, j'ai pas d'éléments de réponse là-dessus, en tout cas pour ce qui est à venir. Une autre question qui concerne pas directement le dimensionnement, c'est est-ce qu'il est possible de créer des sections par un port d'un tableau Excel, enfin ou de sections créées dans un tableau Excel. A priori, je pense pas que ce soit le cas dans Robot, parce que dans Robot, quand on crée un PRS, ça se fait directement par une boîte de dialogue. Après, on pourrait imaginer, vous savez que dans Robot, il y a on peut via les API faire des petits applicatifs, des sortes en programmation, hein, qui permet de développer des petits outils supplémentaires autour de Robot. J'imagine que c'est quelque chose qui pourrait être fait, mais disons ça, en l'état actuel, on peut pas importer des tableaux Excel de caractéristiques de section pour créer section. Il faut créer les sections directement dans Robot. Mais je pense que via l'API, ça serait largement faisable. Pas d'autres questions? Allez-y, on a encore un peu de temps. S'il n'y a pas de questions, c'est que le webinaire était parfaitement explicite, j'imagine. De toute façon, les questions, enfin, vous pouvez poser les questions. On
on répondra aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, comme vous a montré Guillaume, sur le forum dans la page des feedbacks. Donc, est-ce que le dimensionnement passe par un calcul de ratio? Oui, le dimensionnement passe par un calcul de ratio. Une vérification selon les règlements de section ou de stabilité de la pièce, etc. Et en fonction du nombre de points de vérification qu'on avait spécifié sur la pièce, tous ces points de vérification sont vérifiés avec toute la liste des cas de charge ou combinaisons sur lequel on le fait. Ça fait X ratio et Robot fait le dimensionnement sur le ratio le plus préjudiciable. Sachant que le dimensionnement peut être adapté en fonction des critères d'optimisation que vous donnez. C'est-à-dire que par défaut, si vous cochez pas la case à coche, le dimensionnement est fait que sur les ratios. Mais si vous cochez en plus optimisation et que vous spécifiez des critères d'optimisation comme le poids par exemple, en plus de considérer le ratio, il va venir chercher ici dans ce contexte la section, s'il a le choix entre deux sections, il va prendre la plus légère. Ouais, c'est généralement ce qu'on utilise le plus fréquemment quand on fait du dimensionnement. Une autre question qui n'a rien à voir, si ce n'est via les sujets des webinars. Est-ce qu'on abordera les effets P-delta dans un prochain webinar? Pourquoi pas? On n'a pas pour l'instant de liste prédéfinie très en avance des webinars qu'on veut faire. Donc c'est en fonction effectivement des différentes propositions de sujets qu'on a. Donc pourquoi pas, ça pourrait être le sujet d'un futur webinaire. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on a choisi les sujets en fonction des questions qui ne sont plus souvent posées au support. Mais après, pourquoi pas adapter les sujets en fonction de vos besoins. Il y a une question sur la case à coche, calcul sur toute la famille dans les critères d'optimisation. Oui. La question c'est il n'y a pas plus de précision que ça. D'accord. J'imagine que la question est peut-être en rapport avec le fait qu'elle soit grisée ou... Ouais, aussi, oui. Enfin, à quoi elle sert, quoi, en fait. Là, dans le règlement, donc comme on peut le voir pour le règlement Eurocode 3, cette case à coche en fait n'est pas disponible, donc c'est que l'option a probablement été développée pour d'autres règlements, mais pas celui-ci. Si on vérifie, par exemple, allez, OCM par exemple, est-ce qu'il y est? Non plus. Donc dans les règlements qu'on a l'habitude d'utiliser, cette case à coche n'a pas été. J'imagine que c'est. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va rechercher dans quel règlement cette case à coche a un intérêt. Mais comme on peut voir là, OCM 106 et Eurocode, donc les règlements qu'on utilise au quotidien, cette fonctionnalité n'est pas disponible. Donc on va regarder ça et puis on vous donnera la réponse donc sur le forum. Question qui concerne le catalogue de section IFC. Est-il inclus dans le catalogue? Ça concerne peut-être les imports IFC ou plutôt que section IFC. Après, les listes des catalogues de profilés qui sont disponibles dans Robot, en fait, vous pouvez les avoir dans Outils, Préférences de la tâche, Catalogue. On déroule donc Catalogue, Profilé, Acier et Bois. Et on a, en cliquant sur le bouton nouveau ici, le bouton jaune, on a la liste de tous les catalogues qui sont dispo. Donc il faut regarder. On a, vous voyez, une petite description à chaque fois pour NLZ, c'est donc Nouvelle-Zélande.
ici probablement Norvégien. Norvégien, voilà. Donc il faut regarder dans cette liste, comme ça me dit rien. Oui, peut-être que c'est effectivement la question porte sur l'import d'IFC, je sais pas. À ce moment-là, pareil, si on n'a pas compris la question, n'hésitez pas à la préciser peut-être sur notre forum quand on répondra aux différentes questions. Voilà, je pense que l'heure s'est à peu près écoulée. Donc vos questions non répondues, on vous répondra sur le forum dans le post qui concerne le feedback sur les webinaires. Merci d'avoir assisté à cette session. Et donc vous recevrez le mail pour la prochaine session de webinaire qui concernera le dimensionnement béton armé, donc poutre, semelle, poteau. Voilà. Merci de votre participation et à bientôt pour une autre session.